Bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. La situation sur le terrain se joue en grande partie à Kherson, dans le sud du pays où les Ukrainiens ont progressé. Les Russes peuvent-ils perdre la ville de votre point de vue ? Écoutez, aujourd'hui, les déclarations faites par le général russe en charge des opérations sont assez pessimistes, absolument, sont assez pessimistes. Et visiblement, ils préparent le terrain de quelque chose. Alors maintenant qu'ils perdent la ville, c'est probablement c'est prévisible. En tout cas, le problème, c'est que le fait qu'ils vident la ville, ça indique qu'il y a un danger sur cette ville. Il y a une espèce de point d'interrogation, parce que quelle va être la réaction réelle en fait des Russes par rapport à une crise de la ville. Donc, oui, c'est quand vous dites ils vident la ville, en fait, ils ont commencé l'évacuation de civils. Il y en a déjà 15 000 d'après les chiffres qui ont été communiqués officiellement sur un objectif de 60 000 qui ont été transportés. On a quand même du mal à savoir pourquoi est-ce qu'ils déplacent ces civils. Est-ce que c'est pour les protéger de potentiels bombardements ukrainiens au moment de l'offensive, ou est-ce que c'est, comme l'évoquent certains, pour dissimuler la fuite des militaires russes eux-mêmes ? Alors le problème, c'est que, vous savez, dans cette guerre, qui est une guerre extrêmement multiple, si vous voulez, on peut avoir des analyses sur toute une série de points, l'alcoolisme, le recrutement des hommes, l'armement, les munitions, les drones, etc. Donc on a des petits points de détail qui font que c'est extrêmement difficile, si vous voulez, de se faire une idée. D'avoir une idée claire. Oui, exactement, parce qu'en fait, on va commenter des événements qui circulent et qui nous interpellent et qui nous font du mal, parfois, parce qu'il y a comme des scènes absolument incroyables. C'est vrai que cette violence, ce déchaînement de violence est absolument incroyable. Et je pense que quand on parle de cette violence, il faut partir en fait de la doctrine russe. Le vrai problème des Russes, en fait, c'est qu'en 90, alors que les Américains, les Occidentaux réinventent une nouvelle doctrine, je dirais, d'allègement, c'est-à-dire nucléaire et d'allègement concrètement. On a réinventé la guerre hybride dans les années 90. En fait, les Russes étaient totalement décalés par rapport à ça. Ils sont restés avec leur bonne armée, grosse armée, avec des gros tanks. Ils ne se sont pas adaptés à cette nouvelle logique. Ils n'avaient pas, ils avaient autre chose à faire. C'est une armée qui est en train d'imploser, c'est un pays qui a implosé littéralement. Donc le problème, Poutine, en arrivant en 99, il s'est réinventé une doctrine qu'il a récupérée, une doctrine américaine ou anglo-saxonne qu'il a récupérée, qu'il a intégrée, et que moi j'appelle la stratégie du désordre. C'est qu'en fait, il a créé un système dans lequel il a mis de l'hybride avec du conventionnel, sachant que l'hybride, à l'origine, quand ça a été inventé, l'idée était qu'il fallait en fait s'interdire l'usage d'armes destructrices. Donc l'hybride voulait dire qu'on prend des moyens conventionnels pour s'éviter les destructions définitives. Alors qu'en fait, aujourd'hui, Poutine mélange les deux. Et en fait, le problème, c'est cette gradation dans la violence. Et quand on voit la doctrine russe qui a été réécrite à différentes reprises, mais en compte il y a une quinzaine d'années par Gerasimov, qui est ancien chef-d'état-major des armées, qui est un homme assez proche de Poutine. Qui est encore en place aujourd'hui, même si on est fragilisé. C'est un doctrinaire, d'ailleurs, comme Shoigu, qui est son ministre de la Défense. C'est des personnages qui marchent ensemble depuis une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qu'on réalise ? En fait, on réalise qu'ils ont, si vous voulez, théorisé la gradation de la violence. Et on voit bien que dans les opérations russes, depuis déjà maintenant 6 mois, on voit cette gradation. Première partie, ils essayent de prendre Kiev, et puis de façon un peu allégée, ça ne fonctionne pas. Deuxième partie, une espèce de combat d'infanterie avec des arrivées de blindés en arrivant de l'Est, etc. Ça ne fonctionne pas. Troisième partie, ils vont progressivement vers l'extrême, quelque part. Et cette montée en violence, on n'arrive pas à la contrôler, mais elle est théorisée. Et malheureusement, de la doctrine russe, la fin du processus, c'est l'engagement nucléaire. C'est tout le problème qu'on a. Donc comment gérer tout ça ? Et donc tout ce qu'on voit autour de nous est lié à cette doctrine qui se met en place progressivement. Alors cette doctrine, on voit qu'elle connaît aussi des évolutions depuis février. Il y a des moments différents dans cette guerre. Je voudrais qu'on en évoque deux. D'abord, il est apparu la construction de fortifications, enfin ce qui s'apparente à des fortifications. Il y en a quelques-unes vers Kherson, mais il y en a surtout dans l'est du pays. On est quasiment à 300 km qui ont été... Alors, c'est des mélanges de tranchées, c'est des mélanges de fossés anti-chars, de blocs de béton. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur la suite du conflit aux yeux des Russes ? Est-ce que ça veut dire qu'eux-mêmes se préparent à une stratégie un peu plus défensive et surtout à une guerre qui va durer, qui va devenir une guerre de position et sur lesquelles ils vont devoir, eux, tenir les terrains qu'ils ont aujourd'hui ? Pour répondre à une question de court terme, il faut voir le long terme. Oui. Long terme, c'est quel est l'objectif ? L'objectif, c'est que les Russes ne lâcheront jamais. Donc une fois qu'on a compris ça, on va comprendre tout ce qui va arriver derrière. Alors il peut se passer des choses. Alors bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur que j'annonce ce genre de choses. Mais évidemment, ils ne lâcheront jamais. Ils iront au bout du processus. Donc le problème, ils mettent en place un système qui leur permettre de tenir l'hiver, de tenir le terrain. Donc ils se mettent en situation défensive. Donc c'est les tranchées, etc. Ça reste quand même relativement rudimentaire. 300 km, c'est pas la ligne Maginot, hein, c'est pas l'opération Todt, on n'y est pas encore. Donc si vous voulez, ils sont sur un modèle défensif sur la partie est. Pourquoi ? Parce que c'est annexé. Pour eux, c'est la Russie, c'est à eux. On va le garder. Ça n'empêche pas
que l'hiver, moi je considère que l'hiver va ralentir les opérations, mais ne va pas les arrêter. J'imagine sans aucun problème qu'il y aura comme aujourd'hui des opérations sur les arrières avec des missiles, des drones, etc. et à l'avant avec des incursions de blindés ou des opérations de va-et-vient en direction des Ukrainiens. Alors, si on veut, cela dit, être un tout petit peu optimiste, on peut se dire la ligne de défense dont on est en train de parler, elle est à l'est. Et elle est à l'est globalement autour des territoires qui étaient déjà aux mains des séparatistes pro-russes avant le 24 février. Vous dites qu'il faut regarder le long terme. Alors, est-ce que sur le long terme, on peut avoir l'espérance que Vladimir Poutine se contente de ce qu'il avait ou de ce que les pro-russes avaient avant le 24 février? Parce que annexer toute l'Ukraine, c'est un échec. Donc se replier sur des positions d'avant 24 février, est-ce que c'est une option? Alors, bien sûr, c'est une option. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a raté le coche au fur et à mesure, et surtout Zelensky et les Russes ont raté le coche. Pourquoi? Parce que, initialement, rappelez-vous, les premiers jours de la guerre, Zelensky avait émis l'hypothèse selon laquelle il pourrait éventuellement négocier quelque chose avec les Russes. Évidemment, les deux antagonistes sont retrouvés face à face et personne ne discute. Aujourd'hui, malheureusement, les ponts sont coupés, c'est des menaces, etc. C'est pour ça qu'on peut espérer que l'hiver amène une forme de stabilité du front, peut-être moins d'opérations militaires, et la mise en place d'une forme de diplomatie. Alors, j'y crois encore. On sait que les Turcs sont relativement actifs. On sait que les Chinois peuvent l'être. Maintenant, le congrès en Chine est passé depuis le mois d'octobre. Il peut y avoir des opérations liées ou des discussions qui se mettent en place. Donc, il peut y avoir des canaux de discussion. Donc, on verra dans les semaines qui viennent jusqu'où la diplomatie peut aller. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les 6 mois qui arrivent sont très importants. Soit on arrive à discuter, on arrive à trouver une solution, revenir sur les accords de Minsk, par exemple, qui fossilisaient, qui cristallisaient la Je rappelle qu'avait été, pour la deuxième partie en tout cas, signée en 2015, après justement la guerre à l'est, dans le Donetsk, le Donbass, bon, et puis après l'annexion de la Crimée, mais ça, à la limite, c'est autre chose. Exactement. C'était surtout sur l'est. Exactement. Donc en fait, il faut fossiliser la situation à partir de là. Le problème, c'est que Zelensky est aussi un personnage un petit peu trublion. Il est sur un modèle poussé par son pays. Entre guillemets, sa communication marche très très bien. L'Ukraine démontre que le pays se retrouve. Il y a une espèce de nation, une espèce d'énergie qui se développe. Donc lui, il n'a pas intérêt aujourd'hui à annoncer à sa population, à son opinion publique, qu'il est en train de négocier avec les Russes. Donc lui, il a intérêt à être ferme pour aller le plus loin possible. Parce que dans une négociation, les uns et les autres vont chercher à avoir des avantages terrain. De toute façon. Donc ça va en fait accélérer les processus. Rappelez-vous la fin de la guerre du Vietnam en 1973, où en fait il y a une accélération des processus, des destructions, pour prendre des parts de terrain pour être plus fort dans les négociations. Alors même si les Ukrainiens ont gagné du terrain, c'est incontestable ces dernières semaines, il y a quand même une inquiétude sur la manière dont l'hiver va se passer. Pas plus tard qu'hier, Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé devant le Conseil de l'Union européenne, dit aux chefs d'État européens: attention, Vladimir Poutine est en train de transformer notre réseau électrique, nos centrales, en un nouveau champ de bataille. Il dit 30% des installations électriques du pays, encore une fois des installations productrices d'électricité, ont été détruites en une semaine. Cette idée d'une stratégie de la terreur, par le froid, par le noir, parce qu'en fait, qui dit plus d'électricité veut dire plus de chauffage, plus manière de s'éclairer non plus la nuit. Est-ce que ça peut être un facteur de déstabilisation pour les Ukrainiens, alors même qu'on a vu ces dernières semaines leur motivation, leur mobilisation, leur résilience face aux Russes? Alors, c'est difficile à dire parce qu'on n'est pas dans l'âme des gens, c'est très compliqué. La seule référence que j'ai, c'est les références de l'histoire. Et toutes les opérations comme celle-là, si vous voulez, elles fonctionnent dans le court terme. Ça ne marche pas dans le moyen terme ni dans le long terme. Je parle de Londres, des bombardements de Londres, ou les bombardements qu'on a appliqués sur l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça ne fonctionne pas. Je veux dire le peuple se ressoude, il se passe plein de choses, etc. Donc, court terme, oui, c'est extrêmement déstabilisant. Alors, l'hiver, là, c'est du court terme. Oui. Donc, on verra dans les semaines qui viennent. Donc, ça va être compliqué pour eux. Le problème, si vous voulez, c'est quelque part, c'est que je pense que Poutine est totalement indifférent à ce qui peut arriver aux Ukrainiens. C'est la force de Poutine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas traumatisé par ce qui arrive. Au contraire, je pense qu'il va aller très loin dans le système. Il peut réduire ça ensemble. Ça ne le dérangera pas. Encore une fois, quand on parle du nucléaire depuis quelque temps, si vous voulez, c'est l'ultima ratio. Lui, il l'a intégré. Nous, on ne peut pas l'intégrer parce que c'est de l'arme ultime, c'est une arme de non-emploi. Mais lui, il l'a intégré. Donc, quelque part, dans cette espèce de gradation de la violence, il a intégré cette partie, si vous voulez, de destruction des communications, destruction des infrastructures et destruction, bien évidemment, du système énergétique qui permettra de chauffer et d'amener de l'énergie à l'Ukraine. Ça l'indiffère totalement. Les 40 millions d'Ukrainiens, ils peuvent être dans des cavernes à grelotter de froid, ça ne le dérange pas. Donc, le côté humain a totalement disparu. Sachant que derrière, Poutine a un discours sur les valeurs. Rappelez-vous le discours du 21 septembre. Et quelque part derrière, qu'est-ce qu'il va faire pendant cet hiver? Non seulement il va négocier
avec les Ukrainiens, mais en plus essayer de s'assurer une espèce d'arrière, si vous voulez, de base arrière ou de zone arrière avec la Chine, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, avec la Turquie, avec d'autres, l'Iran, etc., pour lancer des opérations politiques et diplomatiques en direction de l'Occident et en direction de l'Ukraine. Donc les périodes qui arrivent est extrêmement complexe. Elle n'est pas seulement militaire, mais bien évidemment diplomatique et stratégique. Alors, avant de prolonger sur les enjeux diplomatiques, parce que vous avez raison, c'est essentiel pour la suite. Il y a encore un point qui interpelle sur le terrain, c'est ce qui pourrait se passer du côté de la Biélorussie. Là encore, Volodymyr Zelensky a mis en garde en disant attention, il y a le risque d'une offensive russe depuis ce territoire. Il est même encore plus précis. Il dit éventuellement depuis l'ouest, qui est la partie la plus proche de la Pologne, par laquelle transitent les approvisionnements en armes, les équipements qui sont fournis par les Occidentaux à destination des Russes. Il va même jusqu'à demander une mission internationale qui pourrait aller inspecter sur place. Est-ce que de votre point de vue, le risque est constitué aujourd'hui d'une nouvelle offensive russe par la Biélorussie, ou est-ce qu'on joue à nouveau à se faire peur? Alors, comme toujours, moi je regarde les faits. On a vu depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, si vous voulez, il y avait des mouvements de troupes russes assez massifs, d'ailleurs, en direction de la Biélorussie. Donc, il y a une partie des troupes qui étaient à Kherson, etc., dans le sud, qui est en train de se repositionner dans le nord. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas à négliger. C'est une offensive à partir de la Biélorussie. Le deuxième point, c'est que la Biélorussie, en tout cas par la bouche de son président, on a réalisé qu'il n'était pas très flambant. C'est-à-dire qu'il était assez déclaratoire, mais en finale, on voit bien qu'il est plutôt sur un modèle, je dirais, profil bas, plutôt que sur un modèle on y va. Le troisième problème, si la Biélorussie rentre dans le jeu, c'est très compliqué pour 2 raisons. La première, d'abord, c'est que la Biélorussie est très très proche de Kiev et de Kharkiv, dans les grandes villes du Nord. Donc les distances sont extrêmement courtes. La deuxième chose, c'est que la Biélorussie est géographiquement extrêmement proche de l'Europe, de la Lituanie, des Pays-Baltes, évidemment, et Kaliningrad. Donc on pourrait considérer que les Russes seraient tentés dans une grande offensive, non pas vers Kiev, et non pas vers Kharkiv, mais en direction de Kaliningrad, pour relier Kaliningrad, ce qu'il a fait d'ailleurs avec la Crimée et avec Mariupol et avec la Russie, relier géographiquement ces 2 endroits. C'est vrai que Kaliningrad qui est enclavé, on le rappelle, en fait, au sein de l'Europe, de l'Union européenne. Absolument. Et donc, c'est pas très loin non plus de la Biélorussie. Donc, on pourrait imaginer une manœuvre de contournement, et moi, si j'étais russe, c'est ce que je ferais. Je ferais pas une opération sur Kiev et Kharkiv qui fonctionnerait pas. Par contre, attaquer les pays baltes, c'est un sacré sujet. Là, il déclare la guerre à Ce serait un changement de dimension totale, encore dans ce conflit. Et vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il a démontré qu'il était capable de déclencher une guerre en Ukraine et de parler de nucléaire. Donc, si vous voulez, on a affaire à un personnage, on ne sait pas vers quoi il va. Vous savez, c'est le problème des guerres de haute intensité. Une des premières caractéristiques, c'est qu'on ne connaît pas l'objectif de son ennemi ou son adversaire. Et aujourd'hui, on ne connaît pas les objectifs réels de Poutine. Alors, le nucléaire, vous avez raison. Il en a parlé, on va dire, ses soutiens en ont encore plus parlé, Dmitri Medvedev en particulier, l'ancien président, mais il n'est pas le seul. C'est moins le cas ces derniers jours. Ça fait plusieurs jours qu'il y a une sorte de trêve dans les discours avec le mot nucléaire qui a disparu. Est-ce qu'on peut, grâce à ça, se dire le risque est écarté, il a montré les muscles, il a voulu dire ce qu'il pouvait faire et finalement il y a renoncé? Ou est-ce qu'en fait ça n'a aucune espèce d'importance de savoir ce qui est dit ou pas dit à l'instant T? Je pense que c'est pas très important. Par contre, parce qu'il l'a dit, donc ce qui est dit est dit. Donc pas besoin de le répéter, quoi. Pas besoin de le répéter. Par contre, il y a eu un changement politique, c'est la Chine. Rappelez-vous la réunion il y a à peu près 3 semaines, l'organisation de la coopération de Shanghai. Les Chinois et les Indiens d'ailleurs ont été extrêmement précis avec Poutine et lui ont clairement dit qu'ils considéraient que l'option nucléaire était totalement interdite. Et je pense que Poutine, qui est tout sauf débile, sauf bête, ça c'est un point fondamental, il a bien pris le message en compte. Donc je pense que ça c'était reçu fort et clair. Et donc aujourd'hui, il a menacé et je pense qu'à court terme, il ne va pas l'utiliser pour toute une série de raisons. Par contre, le problème, c'est quand on voit qu'il vide la ville de Kherson, je reviens sur votre question initiale, la première question qui était la question centrale, pourquoi vide-t-il la ville de Kherson avec sa population? Moi, j'ai 2 exemples historiques, malheureusement, je m'appuie sur des faits. C'est la ville d'Alep et la ville de Grozny. Il a fait la même chose à Alep, il a fait la même chose à Grozny. Exactement, il a vidé les 2 villes et il a rasé les 2 villes. Il a rasé de façon conventionnelle, on n'est pas obligé de prendre du nucléaire, il les a totalement rasés. Donc le problème est le suivant, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans le court terme? Et dans le court terme, probablement que sur Kherson, il va y avoir une répression, je dirais, sauvage, non pas avec de l'infanterie, mais avec des missiles, des canons, etc. Il ne pourra pas accepter que Kherson soit pris, même si Kherson est sur le mauvais côté par rapport au Dniepr, donc il est au nord de la Crimée, donc c'est compliqué de traverser. Mais n'empêche qu'on est sur la zone, c'est la Crimée. Et si Kherson est pris par les Ukrainiens demain matin, les Ukrainiens vont
vont émettre l'hypothèse assez rapidement de rentrer en Crimée. Et là, on est sur un autre sujet. Donc tout ça, c'est très compliqué. Et en plus, l'implication des environnements, je parle des Iraniens, des Biélorusses, etc. Donc on voit bien que ça se déstabilise. Et la situation initiale de février, elle est totalement déstabilisée, en tout cas totalement transformée par l'implication des acteurs et des voisins. Et ce n'est pas un hasard, c'est à ce moment-là que Vladimir Poutine a choisi de s'afficher aux côtés de militaires russes. Image qu'on a vue hier pour la toute première fois depuis le 24 février. Il a visité un centre d'entraînement et de formation au sud-est de Moscou, en particulier auprès des mobilisés qui ont été sollicités dans le cadre de la mobilisation partielle. Est-ce que ça nous dit aussi peut-être que l'heure est grave malgré tout pour lui, qu'il doit montrer qu'on sait former ses mobilisés, que lui est sur le terrain et que ces hommes vont servir à quelque chose? Parce qu'en réalité, c'est ça le doute qui s'est instillé ces dernières semaines, de se dire il mobilise, mais est-ce que ça change quelque chose au conflit? Alors ça ne change pas grand-chose. Simplement, c'est un problème d'image. En fait, il apparaissait depuis quelques semaines comme un tigre de papier. Il était dans son bureau avec des grands écrans, il n'approchait de personne. Et la première personne qu'il voyait était à 45 mètres, il ne voulait pas s'en approcher. Donc on voyait bien que l'image qui était projetée par ça est une image totalement, je dirais, inhumaine quelque part. Alors que Zelensky à côté, il est quasiment en t-shirt toute la journée en train d'expliquer ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire. Donc l'image est totalement décalée. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il a quand même perçu que l'opinion publique russe est en train de bouger. Je veux dire que depuis la mobilisation des... Dans quel sens? Dans le mauvais sens. En fait, la prise de conscience, si vous voulez, les conscrits, les types qui vont à gauche à droite, tout ça, tous ces jeunes, ils communiquent avec leur famille. Il se passe plein de choses. Donc ça se passe pas très bien. Il y a des pertes, l'hiver arrive. Donc les conditions s'alourdissent. Je pense également que toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie commencent à porter leurs fruits. Donc si vous voulez, j'imagine qu'en Russie, ils ont bien compris que l'opération militaire spéciale se transformait en guerre, pas totale, mais en tout cas en guerre un peu raide. Donc il est obligé de communiquer, il ne peut pas rester là où il est. Le deuxième point, c'est que c'est l'affirmation, on est un petit peu dans les tribus gauloises, c'est s'il n'affirme pas sa puissance, sa présence, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Alors soit un général, soit quelqu'un de son environnement. Donc il doit également, intramuros, si vous voulez, mettre en place un système dans lequel il se protège. J'imagine que ça doit être assez raide. Au Kremlin, ça ne doit pas rigoler tous les jours. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il doit affirmer le rôle du chef, et donc il le fait en allant sur le terrain. Il ne va pas sur le front. Vous avez remarqué que... On est à côté de Moscou, à quelques dizaines de kilomètres. On est assez loin. Il est dehors, il a l'air libre. Et voilà, il a pris l'air, il a montré qu'il était auprès des militaires. Vous avez fait allusion, à juste titre, à plusieurs reprises, à l'environnement diplomatique, à l'environnement régional et au soutien. Vous avez prononcé un mot très important, l'Iran. On sait qu'il y a des drones kamikazes iraniens qui sont utilisés, qui ont permis de frapper un certain nombre de villes et d'infrastructures ukrainiennes. Les Américains estiment même que des militaires iraniens sont présents en Crimée, en particulier des techniciens, des formateurs pour aider les Russes à utiliser leurs drones et à frapper l'Ukraine. Qu'est-ce que ça nous dit? À la fois ce recours aux drones iraniens, la présence possible de militaires iraniens sur le terrain, est-ce que ça veut dire que le conflit change de nature ou de dimension? Je ne crois pas. Pour deux raisons. La première, d'abord, je pense que les Iraniens, vous avez remarqué que les Iraniens, c'est le démenti permanent. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien vendu, ils n'ont rien donné, etc. La deuxième chose, je pense que c'est une grande erreur des Iraniens, c'est en fait d'accentuer, si vous voulez, leur décalage par rapport au monde entier. Ils sont en négociation pour l'élection nucléaire, etc. Je veux dire que c'est déjà un État pas très présentable. Je veux dire que ça ne va pas améliorer leur image. Donc, et ça, ils le sentent bien. Les Iraniens ne sont pas bêtes. D'autant qu'actuellement, je vous rappelle qu'il y a une révolution au sein de ce pays. Avec la mobilisation sur le voile des femmes, etc. Donc c'est un sujet. Donc je pense que l'opinion publique iranienne, elle n'est pas totalement décidée à accompagner, si vous voulez, le pouvoir iranien dans une guerre en Ukraine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que c'est une question d'équilibre. Bien évidemment, j'imagine que les Américains ont des forces en place. Alors, force spéciale ou autre. On voit bien que Mozart, avec Mozart, ils sont sur place. Alors bien évidemment, il y a une grosse communication autour de Mozart, ils n'ont pas d'armes, etc. Mais c'est comme des Américains, d'anciens militaires. Donc c'est quasiment, c'est Wagner gentil, vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, je pense que le fait qu'il y ait des militaires iraniens ne change pas grand-chose au problème. Et le fait que l'Iran rentre dans le système, ça dégrade l'Iran plutôt que ça déstabilise le système. Ceci étant dit, le problème, c'est l'armement iranien. Cet armement qui est extrêmement performant, qui coûte rien, qui coûte pas cher, des drones tueurs, des drones rôdeurs, etc. Et on voit que les dégâts qui ont été appliqués dans les villes ukrainiennes par l'armement iranien est incroyable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, vous achetez des missiles, le missile du pauvre par l'Iran interposé, et donc l'Iran est rentré de fait, si vous voulez, dans le conflit. Donc on verra dans le moyen terme, lorsque cette espèce de système très extrêmement trouble qui s'est mis en place, on verra après qui reconnaîtra qui dans le système. Voilà. Même s'il y a des dénégations officielles de l'Iran sur l'implication de leurs armes et de leurs hommes, vous doutez de leur réelle présence?
Ah non, je doute, j'ai quasiment aucun doute, ils sont présents. Parce qu'il y a un accompagnement qui a été fait, ils ont vendu leurs missiles, mais comme les Turcs ont vendu leur B2 Bayraktar, enfin les drones à l'Ukraine, je veux dire qu'il y a un accompagnement, je dirais, c'est ce qu'on appelle un service après-vente. Donc là, les Iraniens ont mis en place un service après-vente. Tant qu'ils ne font pas comme les Biélorusses ou les Tchétchènes en disant qu'ils vont mettre une brigade d'infanterie, si vous voulez, de 10 000 hommes, de 10 000 Iraniens, mais c'était à deux doigts à un moment donné. Rappelez-vous, à un moment donné, il y a des Syriens au début de la guerre, des Syriens, enfin les Russes avaient émis l'hypothèse ou avaient annoncé qu'il y avait une brigade syrienne qui allait les rejoindre. Donc, si vous voulez, l'internationalisation n'est pas impensable si le conflit dure. Il va falloir économiser les hommes, économiser le matériel. Donc, ils vont faire appel à leurs alliés naturels. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Iran acceptera, reconnaîtra, si vous voulez, c'est une présence plus effective en territoire russo-ukrainien. De manière officielle à ce moment-là. Oui. Un dernier mot, vous avez prononcé le mot Wagner, vous avez beaucoup travaillé sur Wagner, ce groupe, cette milice, on ne sait jamais exactement comment il faut l'appeler, fondée entre autres par Evgeny Prigojine. Ils communiquent beaucoup, on voit des vidéos. Est-ce qu'ils ont eu, depuis le début de l'offensive, des résultats? Est-ce qu'ils ont servi à quelque chose sur le terrain? Est-ce que Wagner a ou pas un rôle effectif? Alors, il y a le fond et la forme, comme toujours. Sur le fond, on voit que dans le Nord, les unités Wagner tiennent bien, elles tiennent extrêmement bien. C'est que c'est probablement une partie du front a été tenue par les gens de Wagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur le fond. Sur la forme, si vous voulez, c'est puissant. On voit apparaître une forme de mercenariat d'État officiel, avec une espèce de violence d'État parfaitement acceptée sur des unités paramilitaires. Donc, c'est incroyable. Et ça, c'est quasiment jamais fait. Je pense qu'il faut remonter à vraiment très 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 longtemps, je dirais le siècle dernier, pour voir ce genre d'unité. Donc en fait, c'est un outil politique. Vous savez, à un moment donné, la création de la SS par les Allemands, ça a été un peu ça. Donc cet outil, je dirais totalement, décalé par rapport à la réalité militaire, si vous voulez, c'est relativement puissant parce que ça déstabilise totalement les choses. D'autant que cet outil, il sert en Afrique, il sert partout. Et un outil qui pourra continuer à servir et qui va être utilisé. Et qui n'existe pas parce que vous savez qu'il n'y a pas d'entité administrative Wagner nulle part au monde. Exactement, d'où la difficulté aussi qu'on a parfois à les dénommer et à savoir exactement quelle existence leur donner. Merci beaucoup Pierre de Jong d'avoir été notre invité ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux qui vous éclaire. La semaine prochaine à cette même place, Damien Fleureau. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche exceptionnellement à midi et 18h.